ce que ma belle-fille m'a demandé, quelques heures seulement après l'enterrement de son père, aurait pu passer pour un simple malentendu. En réalité, c'était le dernier maillon d'une longue chaîne de mépris et le début de ma façon, à moi, de fermer la porte. Je m'appelle Nadia Fournier. J'ai 52 ans. Et cette histoire commence le jour où on m'a expliqué, avec un sourire, que la maison devait revenir à la nouvelle génération comme si je n'y avais été que la gouvernante. L'église sentait encore la cire et les fleurs fanées quand je suis rentrée seule à la maison. Le soir tombait sur la petite ville. La pluie fine collait aux vitres, dessinant des traînées grises. J'ai posé ma veste sur le dossier de la chaise, j'ai enlevé mes chaussures. Le silence était lourd, épais, presque physique. Sur la commode de l'entrée, la photo de Daniel, mon mari, me regardait encore avec son sourire un peu timide. Nous avions passé 22 ans ensemble. Pas des années parfaites, non. Mais des années de travail, de compromis, de rire aussi. Je venais d'enterrer cet homme. Je n'avais pas encore eu le temps de vraiment réaliser que je ne l'entendrais plus ouvrir la porte en disant « Nad, je suis rentrée ». Mon téléphone a vibré. Message de Léa, sa fille d'un premier mariage. On peut passer ce soir? Il faut qu'on parle de la maison. La maison. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis préparé un thé, juste pour occuper mes mains, puis j'ai écrit « oui » vers 19h. Léa et moi n'avions jamais été proches. Quand j'ai rencontré Daniel, elle avait 12 ans. Comme beaucoup d'adolescentes, elle vivait la nouvelle compagne de son père comme une intruse. J'avais essayé de ne pas prendre ça personnellement, je respectais sa mère, je ne cherchais pas à prendre la place. Le temps aurait pu faire son œuvre. Il ne l'a pas vraiment fait. Léa venait un week-end sur 2, puis de moins en moins. Elle haïssait la campagne, les travaux dans la maison, la façon dont Daniel et moi passions nos soirées à parler de budget, de devis, de bricolage. Tu aurais pu choisir une femme plus fun, avait-elle lancé un jour à son père. J'avais fait semblant de ne pas entendre. Plus tard, elle ne se gênait plus pour critiquer ma cuisine, ma façon de m'habiller, mes économies. Tu gardes tout ton argent alors que papa a travaillé toute sa vie, disait-elle. Tu es chanceuse. Chanceuse. Je me levais tous les jours à 6h pour aller faire des ménages, puis j'enchaînais avec un poste de caissière à temps partiel. Daniel, artisan menuisier, ramenait des revenus irréguliers, mais nous nous étions serré la ceinture pour racheter cette maison délabrée, pierre par pierre. Chanceuse n'était pas exactement le mot que j'aurais choisi. À 19h pile, j'ai entendu une voiture se garer devant chez moi. Je reconnaissais le moteur de la petite citadine blanche de Léa. Elle est entrée sans frapper, comme elle l'avait toujours fait. Avec elle, un homme que je connaissais vaguement, son compagnon, Antoine, grand, très sûr de lui, chemise ouverte sur un t-shirt de marque. « Salut, Nadia », a dit Léa en enlevant son manteau. « On ne va pas traîner, on est crevé. » Crevé. Il sortait d'un enterrement qui avait duré 2 heures. Moi, j'avais passé des semaines à préparer les papiers, à gérer les coups de fil, les condoléances, les formalités. Je leur ai servi du café. Ils se sont installés côté salon, comme des invités qu'on reçoit pour discuter d'un projet. Léa n'a pas tourné autour du pot. Bon. Tu sais que papa voulait que la maison reste dans la famille, a-t-elle commencé. Antoine et moi, on pense s'y installer avec les enfants. On veut juste que tout soit clair. Je l'ai regardé. Léa, ton père et moi en avons parlé. Plusieurs fois. Il savait que je ne voulais pas partir d'ici. Elle a souri, mais c'était un sourire sans chaleur. Oui, mais tu comprends, ça n'a pas vraiment de sens que tu gardes une si grande maison toute seule. Tu n'as pas besoin de tout ça. Nous, on forme une famille, on va agrandir. Et puis, tu n'es pas toute jeune, tu serais mieux dans quelque chose de plus petit. Tu n'es pas toute jeune. J'ai senti la phrase se poser entre nous comme un poids. Antoine a pris la parole à son tour. On ne veut pas te mettre dehors, a-t-il assuré. Mais c'est plus logique que tu nous laisses la maison. Tu peux prendre l'argent de l'assurance vie de Daniel, non? Et te trouver un petit appartement. Comme ça, tout le monde est content. Tout le monde. Je me suis demandé qui il mettait dans ce « tout le monde ».
Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me contentais de les regarder l'un après l'autre. Léa, 32 ans, veste chic, vernis impeccable, parlant de cette maison comme si c'était déjà un décor Pinterest pour ses futurs posts Instagram. Antoine, penché en avant, l'air de celui qui est venu régler les choses en adulte responsable. Je me suis entendu demander, dites-moi. Selon vous, à qui appartient cette maison? Léa a cligné des yeux. Ben, à papa, non? C'était sa maison de famille. Il l'a rachetée à mon grand-père. J'ai hoché la tête. Au début, oui. Mais les travaux? Les rallonges de crédit? Les taxes foncières pendant 20 ans? Tu sais qui les a payées, Léa? Elle a haussé une épaule. Vous deux, j'imagine. Mais enfin, c'était lui l'architecte. Toi, tu as suivi. Je pourrais vous dire que ces mots m'ont blessé. C'est vrai, bien sûr. Mais surtout, ils m'ont éclairé. L'image qu'elle avait de moi n'avait jamais changé. La femme qui suit, qui exécute, qui bénéficie. Je me suis levée, j'ai pris un dossier dans le buffet du salon et je suis revenue m'asseoir en face d'eux. Je ne suis pas avocate, mais à force de vivre avec un artisan qui signait des devis et des actes, et de gérer mes propres contrats, j'ai appris à garder les papiers. Beaucoup de papiers. J'ai posé le dossier sur la table. Je ne vais pas te faire un cours de droit, Léa, et je dis. Mais avant que tu fasses des plans pour t'installer ici avec les enfants, il faut que tu vois ce que ton père et moi avons signé. J'ai sorti l'acte de propriété. Première page. Tu vois les noms? Elle a lu à voix haute, Monsieur Daniel Fournier et Madame Nadia Fournier, épouse Fournier, propriétaire à parts égales. Sa voix a légèrement faibli. À parts égales, et je répétais. Ce qui veut dire que la moitié de cette maison m'appartient en propre. L'autre moitié fait partie de la succession. C'est cette moitié dont tu peux hériter, pas la mienne. Antoine a voulu intervenir. Oui, enfin, juridiquement peut-être, mais moralement. Je l'ai coupé, calmement. Moralement, Antoine, j'ai connu ton « moralement » aujourd'hui, à l'église, quand tu riais avec tes amis après la cérémonie alors que je remerciais encore les gens d'être venus. On va rester sur le juridiquement, si tu veux bien. Léa a rougi. Ce n'est pas contre toi, Nadia. C'est juste, tu pourrais faire un geste. J'en ai fait beaucoup, des gestes, et je répondus. Pendant 20 ans. Ce soir, je vais faire autre chose, poser des limites. Je savais que le plus difficile ne serait pas de leur montrer les papiers, mais d'affirmer, devant eux, que j'avais le droit de les utiliser. Pour être honnête, j'avais passé l'après-midi à relire mes notes du notaire. Je savais exactement ce que je pouvais dire. J'ai vu le notaire hier et je poursuivis. Il m'a rappelé quelque chose d'important. Tant que la succession n'est pas réglée, rien ne bouge. On ne vend pas, on ne se partage pas les morceaux, on ne s'installe pas ici en changeant les serrures. Léa a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tu es mon héritière, Léa, et je ajoutai. Tu auras ta part, comme la loi l'indique. Je ne te la volerai pas. Mais cette maison, je ne vais pas te la laisser, comme si c'était un manteau un peu vieux dont je me débarrasse. C'est mon foyer. C'est le seul endroit où je ne suis pas la belle-mère, mais juste moi. Elle m'a regardé longuement. Tu veux dire que tu ne comptes pas déménager? A-t-elle demandé, comme si c'était inimaginable. Exactement. Pas parce que je m'accroche à des pierres, mais parce que j'y ai mis ma vie, mon temps, mon argent. Quand j'aurai envie de partir, je le ferai selon mes termes. Pas parce qu'on m'a fait comprendre que je gênais. Antoine a soufflé, exaspéré. Tu es têtu. Tu penses à toi. Papa voulait que ses petits-enfants. Je l'ai interrompu. S'ils veulent venir, la porte sera ouverte pour eux. Mais je ne suis pas un obstacle à leur bonheur, Antoine. Tu confonds avoir une maison toute prête avec être aimé. Il a secoué la tête. On verra ça avec le notaire, a-t-il lâché. Nous le verrons, oui, et je dis. Et puisque tu parles de notaire, je te préviens, j'ai demandé à ce que toutes les discussions passent par lui.
Je ne veux plus de « on pense que » ou de « papa voulait ». Je veux des faits. Ils sont partis peu après, moins bruyamment qu'ils n'étaient arrivés. Quand la porte s'est refermée, je me suis sentie vidée. Pas triomphante. Juste épuisée. J'ai allumé une petite lampe, je me suis assise dans le fauteuil du salon. Ce fauteuil, je l'avais acheté d'occasion, retapissé moi-même avec un tissu que j'aimais. On m'avait dit que c'était une vieille chose. Je le voyais, moi, comme un morceau de mon histoire. Je repensais à toutes ces années où j'avais avalé des remarques. Les vacances annulées parce que Léa avait besoin d'argent pour son déménagement. Les week-ends entiers passés à cuisiner pour toute la famille de Daniel, sans un merci point les fêtes de Noël où j'étais celle qui organisait tout, mais qu'on mettait sur la dernière chaise pour la photo. Je m'étais dit, longtemps, que c'était ça, le prix à payer pour être acceptée comme belle-mère. Je réalisais ce soir-là que je n'avais jamais été vraiment acceptée. Alors, pour la première fois, je me suis demandé, et si je cessais d'essayer? Et si je me choisissais, moi? Les semaines suivantes ont été un long défilé de coups de fil, de lettres officielles, de rendez-vous. Léa avait, comme prévu, tenté de contester certains points. Elle parlait beaucoup de volonté du défunt sans jamais pouvoir la prouver. Le notaire restait imperturbable. La loi est claire, mademoiselle. Votre père n'a pas fait de testament contre les intérêts de son épouse. La maison appartient pour moitié à madame Fournier. L'autre moitié se partage entre vous deux, madame Fournier pour l'usufruit, vous pour la nue-propriété. Tant que madame vit ici, c'est son domicile. Je n'étais pas naïve. Je savais que Léa serait rancunière. Elle ne m'appelait plus que pour des questions techniques. Tu as payé l'assurance? Tu peux m'envoyer le relevé des impôts? Chaque fois, je répondais, méthodique, en envoyant une copie au notaire. Je ne cherchais plus à créer du lien. Je cherchais à poser des frontières. Clara ou ma belle-fille? Non. Ma fille, tout simplement, celle que j'avais élevée depuis ses 7 ans, venait me voir souvent. Un soir, elle m'a dit, tu sais, maman, Léa raconte partout que tu l'as dépossédée. J'ai haussé les épaules. Elle a le droit de raconter ce qu'elle veut. Moi, je sais ce qui est vrai. Et toi aussi, non? Elle a souri. Je me souviens surtout de qui a poncé ces murs, de qui a monté cette cuisine, de qui comptait les centimes pour payer le crédit. Ça, aucun récit ne peut l'effacer. Ces mots m'ont fait plus de bien que n'importe quel document légal. 1 an a passé. J'ai repeint la chambre conjugale, seule, en un blanc cassé qui n'était ni celui que Daniel aimait, ni celui que Léa aurait choisi. J'ai changé les rideaux, déplacé les meubles. Mon deuil ne s'est pas fait en un jour. Il y a eu des nuits de larmes, des matins de colère, des après-midi de nostalgie en rangeant ses outils dans le garage. Mais, petit à petit, la maison a commencé à ressembler moins à la maison de Daniel et plus à chez moi. Un dimanche, alors que je jardinais, j'ai vu la voiture de Léa se garer devant le portail. Elle en est descendue seule, sans Antoine, sans les enfants. Je me suis essuyé les mains sur mon pantalon, j'ai ouvert. Bonjour, et je dis simplement. Elle a regardé autour d'elle. Tu as changé des choses, a-t-elle remarqué. C'est joli. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas si c'était un compliment ou une constatation. Elle a hésité un long moment, puis a dit « J'ai été dure, l'an dernier. » Je voulais juste garder quelque chose de papa. J'avais l'impression que tout m'échappait. J'ai senti quelque chose se détendre, très légèrement, en moi. Je comprends, et je répondus. Mais ce n'était pas en me poussant dehors que tu allais le garder. Lui, il n'est plus là. Nous, si. On doit apprendre à cohabiter avec son absence. Elle a baissé les yeux. Je ne te promets pas d'être parfaite, a-t-elle murmuré. Mais j'aimerais que mes enfants puissent venir ici sans sentir de tension. C'est aussi ce que je veux, et je dis. Ce jour-là, nous n'avons pas réglé 10 ans de malentendus. Nous avons juste réussi à prendre un café ensemble, dans la cuisine, sans qu'elle parle de nouvelle génération et sans que je montre de dossier. C'était un début. Aujourd'hui,
Quand je traverse le couloir et que je vois les marques sur la peinture, je sais exactement d'où elles viennent. La trace de valise de Daniel, le jour où nous avions enfin emménagé. Les coups de crayon des enfants de Clara, ceux qu'on n'a jamais tout à fait effacés. Les éclaboussures de peinture de ma propre main quand j'ai décidé de tout refaire. Cette maison n'est pas un trophée, ni un héritage qu'on arrache comme une part de gâteau. C'est le lieu où j'ai appris qu'on peut être à la fois loyal et ferme, aimant et décidé. On m'a longtemps fait croire que je devais m'effacer pour laisser la place aux autres. Que mon rôle était de tenir les murs pendant que la vraie famille vivait à l'intérieur. Le jour où, quelques heures après l'enterrement de mon mari, on m'a demandé de laisser la maison à la nouvelle génération, j'ai cru que mon cœur allait se briser. En réalité, c'était autre chose qui se brisait, l'habitude de tout accepter. Ce qui restait, une fois cette habitude tombée, c'était moi. Et, pour la première fois, cela suffisait.